Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Avec cette reprise après les vacances de printemps, en fait, j'en arrive à la conclusion de mon cycle de cours de cette année 2021, avec deux cours que je vous propose, donc celui d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, pour faire une conclusion un peu générale sur ce parcours qui nous a menés d'architecte en architecte jusqu'à la fin des années 30 et à la Seconde Guerre mondiale, qui est une bonne coupure à la fois en histoire générale, mais aussi dans l'histoire de l'architecture. Donc, je crois il est tout à fait cohérent pour moi de m'arrêter là avant la reprise de la, de l'époque de la libération et de la reconstruction de la France après 1944-45, qui sera le point de départ de mon second volet l'année prochaine. En tout cas, pour cette année, je vous propose donc ce pas de côté, de sorte où cette vision un peu plus surplombante. Je vais quitter donc les parcours articulés sur les personnalités de certains architectes majeurs pour vous proposer donc deux cours qui permettront d'avoir un point de vue plus général sur la situation à la veille de la guerre, donc à la fin des années 30. Et vous voyez le titre que j'ai choisi pour aujourd'hui, années 30, entre esprit moderniste, que j'ai largement développé, et persistance d'une certaine forme de tradition académique qui va même se renforcer dans certains pays où le néoclassicisme, nous allons le voir, un néoclassicisme à caractère monumental, va s'imposer dans les années 30, dans la foulée de la prise de pouvoir par des régimes autoritaires, voire totalitaires, comme le Troisième Reich en Allemagne, par exemple. Donc ça sera l'objet de ma première partie, celle que je traite aujourd'hui et que j'ai intitulée, vous le voyez, le monumentalisme dans l'architecture officielle. La deuxième partie sera par contre à l'opposé, les éléments que l'on peut repérer dans les années 30 qui sont porteurs d'un futur moderniste qui se déploiera avec plus d'ampleur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans notre pays en particulier, avec la reconstruction de 44-45 et les années qui suivent, notamment les années 50-70. Voilà donc l'objet de ces cours que vous devez donc considérer comme une conclusion partielle dans un parcours qui nous a menés depuis le début du XXe siècle et qui nous mènera à la fin de l'année prochaine jusqu'au début du XXIe siècle, finalement. Donc voilà ce que je vous propose et n'attendons pas plus longtemps, commençons par cette première partie pour aujourd'hui. Donc le monumentalisme dans l'architecture officielle. Et j'ai choisi trois exemples, enfin, trois entrées différenciées, l'Europe, les États-Unis et la France. Je terminerai sur ce point pour vous montrer dans quelle situation se trouve justement la France par rapport à ce qui se passe autour d'elle, soit en Europe, soit aux États-Unis. Alors, je vais commencer par les États-Unis. Commençons par le pays qui est le plus éloigné de mon champ d'études. Donc, aux États-Unis, nous allons en particulier parler des constructions monumentales qui se réalisent dans ces années, à la fin des années 20 et au cours des années 30 et jusqu'au début des années 40, à Washington en particulier, la capitale fédérale, qui donne le ton, en quelque sorte, à l'ensemble du pays. Car vous savez que les États-Unis sont un État fédéral, fédératif, dans lequel chaque État a sa propre petite capitale, qui en général est une petite ville et qui n'est pas du tout la ville principale de l'État. Exemple, Albany, capitale de l'État de New York, voilà un exemple bien connu. Et donc, dans chacune de ces petites capitales d'État, souvent, on observe une sorte de réplique, en quelque sorte, du type de construction qui est en vogue à Washington, qui est la grande capitale fédérale. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ce classicisme littéral tel que le définit l'historien de l'architecture Jean-Louis Cohen, que j'ai cité à propos de Le Corbusier, dont je vous ai dit que c'était un des grands spécialistes de l'architecture du XXe siècle.
Donc, c'est lui-même qui emploie cette expression dans un de ses livres pour désigner ce type de classicisme qui est en vogue donc à Washington dans ces années 20 et 30, qui consiste finalement à pasticher, on va dire, le style néoclassique, soit d'inspiration grecque, soit d'inspiration romaine, on va dire, hein, globalement. Voilà. Alors, commençons notre parcours par une des constructions les plus emblématiques de Washington, bien connue de tous les citoyens américains qui font souvent un pèlerinage, un pieux pèlerinage, hein, avec un de ses grands pères fondateurs, c'est le mémorial de. Enfin, c'est pas un père fondateur, c'est un des présidents qui ont contribué le plus à la construction des États-Unis avec la guerre de sécession, vous le savez sans doute. Donc Lincoln a droit à un grand mémorial qui est construit, vous le voyez, au début du XXe siècle et qui ressemble furieusement à un temple dorique grec avec ses colonnes, son péristyle, ses chapiteaux. Voilà une autre vue. Alors, voici évidemment la statue bien connue qui trône à l'intérieur de ce mémorial et que tous les Américains connaissent, de même que tous les touristes européens qui vont se promener à Washington. Voici une vue aérienne, vous voyez bien que le parti adopté est bien celui d'un temple classique grec, type Parthénon par exemple. Et vous voyez donc qu'on a bien affaire ici à véritablement une copie, hein, donc un plagiat pratiquement de l'architecture classique grecque. Voilà pourquoi donc Jean-Louis Cohen emploie cette expression de classicisme littéral. C'est une copie littérale finalement de la tradition gréco-romaine de l'architecture ancienne. Deuxième bâtiment de Washington, cette fois il correspond à la période que je vous ai proposé d'étudier, c'est-à-dire les années 30 et le début des années 40. Mais donc nous sommes en pleine guerre en 1943. Hein, les États-Unis sont en guerre depuis 1941. Et donc ils édifient dans la même zone géographique de Washington le mémorial à Jefferson, qui lui est pour le coup un des pères fondateurs avec George Washington des États-Unis d'Amérique. Donc, vous voyez que ce bâtiment comporte un péristyle circulaire, un peu semblable à ce que l'on trouve dans la Grèce ancienne, comme par exemple à Corinthe, à Épidore, hein, par exemple, le temple d'Asclépios. Et puis, tu combines ceci avec visiblement un clin d'œil très appuyé, une référence explicite au Panthéon, au célèbre Panthéon d'Agrippa à Rome. Et donc, c'est la combinaison d'un temple grec et du Panthéon de Rome. Voilà, je crois, l'allusion, enfin, la référence est tout à fait explicite et donc on est vraiment dans ce classicisme littéral, ce néoclassicisme, il faut dire, néoclassicisme littéral. Troisième bâtiment emblématique de Washington, la National Gallery of Art, qui est inaugurée, donc, vous voyez, en 1937-41, du même architecte John Russell Pope, et vous voyez qu'elle aussi combine de la même manière que le mémorial Jefferson, à la fois un temple ionique, ici, vous voyez les chapiteaux ioniques, ici, donc une moitié de temple grec à l'avant, qui est la porte d'entrée principale monumentale du musée, et ici, donc, dans comment dire, le hall d'accueil général hein, qui articule les ailes du musée, vous voyez que là aussi, on retrouve l'allusion à la référence au fameux Panthéon de Rome. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans ce type de bâtiments qui sont tout à fait des copies, de quelque sorte, littérales de l'architecture antique. Voilà de plus près l'entrée et le dôme de l'accueil. J'en profite pour glisser ici une allusion beaucoup plus contemporaine. Si vous allez à Washington, ou si vous avez déjà été, vous avez dû remarquer que la National Gallery a construit une aile, une extension avec une aile moderne qui a été construite, vous le voyez, à la fin des années 70
et qui a été confiée à l'architecte sino-américain Yo Ming-pei, qui a ici expérimenté, dans cette aile en particulier, ces fameux prismes vitrés qui permettent d'éclairer de façon zénithale les nouvelles salles qui se trouvent ici, quelque sorte en contrebas, hein, en sous-sol. J'ai simplement fait glisser cette image pour que vous vous rappeliez que c'est ce même architecte Yo Ming-pei qui sera choisi par François Mitterrand pour l'aménagement et l'extension du Grand Louvre dans les années 80. Et donc, quand on voit ce qu'il a fait à Washington, avec ses prismes ou ses pyramides de verre qui éclairent une partie en sous-sol, vous y voyez très bien la filiation avec ce qu'il fera à Paris avec le Grand Louvre, avec la fameuse pyramide qui surmonte la salle, on pourrait dire la salle des pas perdus, hein, l'entrée générale du musée. Voilà, simplement, je voulais, pour que vous raccrochiez un petit peu aussi les lieux entre eux et que vous ayez une connaissance le plus globale de l'architecture. De même, toujours à Washington, vous voyez qu'ici, la Cour suprême, la fameuse Cour suprême, avec ses 9 juges inamovibles qui sont un élément comment dire, essentiel des institutions démocratiques américaines, reprend également, vous voyez, ici, le plan, enfin, l'aspect d'un temple romain, puisqu'ici, pensez que dans l'imaginaire occidental, le droit est associé au droit romain. Bon, disons que globalement, le droit, la conception du droit qui règne dans nos pays occidentaux est issue en grande partie de la tradition du droit romain, notamment. Et donc, il n'est pas étonnant que, précisément, l'architecte est choisi comme le style corinthien, vous voyez, les chapiteaux corinthiens, qui correspondent davantage à l'architecture de type romain. Bien que le chapiteau corinthien ait été inventé en Grèce, c'est les Romains qui l'ont massivement adopté pour leur propre construction. Voilà la Cour suprême. Et puis pour prouver, pour vous montrer ce que je vous disais en commençant, c'est-à-dire le fait que dans chacune des petites capitales d'État, on a souvent, on pourrait dire un mini Washington, puisque dans chaque État, il y a un Capitole où siège le Congrès local. Il y a aussi une Cour de justice qui est un peu la Cour suprême locale qui statue pour le droit de chaque État. Il y a la maison du gouverneur, puisqu'il y a un gouverneur par État. Donc, il y a un certain nombre de bâtiments officiels qui, vous le voyez, adoptent le même parti pris esthétique que celui qui règne à Washington, d'un néoclassicisme affirmé, comme ici, vous le voyez, à Olympia. Olympia, qui est la capitale de l'État de Washington, c'est-à-dire l'État qui se trouve, je l'ai choisi exprès, en quelque sorte, à l'opposé, sur la côte ouest. Hein, on part de Washington, qui est sur la côte orientale, on va dans l'État de Washington, qui est l'État de la ville de Seattle. Donc, sa capitale, c'est Olympia. Je signale en passant que Seattle, c'est le siège de Boeing, de Microsoft et d'Amazon, rien moins que ça. Et donc, on est vraiment au cœur de la nouvelle économie américaine. Et la capitale Olympia, donc, vous le voyez, présente un Capitole qui est tout à fait semblable, en plus réduit quand même, au Capitole de Washington, où siègent les deux chambres, le Congrès et le Sénat. Vous remarquez ici la combinaison de divers ordres, en particulier l'ordre corinthien, ici, sur la colonnade d'entrée, sur le péristyle, enfin, l'entrée principale, et puis vous voyez ici plutôt ce qu'on pourrait appeler l'ordre qu'on appelle souvent l'ordre toscan, l'architecture, voilà, combinaison de différents styles, avec ici un dôme qui ressemble davantage au dôme de Saint-Pierre, hein, au Vatican, à Rome, ou au Panthéon parisien, cette fois, mais plutôt, à mon avis, il est plus proche du modèle de Michel-Ange, de la coupole de Michel-Ange, à Saint-Pierre de Rome. Alors, voilà notre voyage en Amérique terminé. Voici maintenant, nous revenons en Europe. Et en Europe, que se passe-t-il dans les années 30 ? Ben, vous le savez tous comme moi, c'est l'instauration dans divers pays d'États autoritaires ou dictatoriaux ou de dictatures à caractère totalitaire, comme on a pu les qualifier à cette époque-là. Et ce sont précisément ces États qui vont développer et s'appuyer sur le plan esthétique sur
un style néoclassique, plus ou moins réinterprété, mais en tout cas très présent, et qui va forger finalement leur image de marque, on peut dire aujourd'hui. Hein, l'image de ces régimes va s'appuyer notamment sur la construction de bâtiments monumentaux qui donc adoptent comme esthétique, de façon délibérée, le style néoclassique, qui donc représente aux yeux de ces régimes autoritaires précisément le symbole d'une certaine autorité, hein, et qui tourne le dos, en général, à l'esthétique moderniste qui donc se développe en parallèle pendant ces années 30. Alors, ça a été particulièrement manifeste avec la fameuse exposition de 1937 à Paris, l'exposition internationale, dont je vous ai déjà parlé à propos d'autres cours, et où vous vous rappelez que donc trônaient face à face, notamment, justement, les deux pavillons de deux États totalitaires qui s'étaient donc développés au cours des années 30, l'URSS de Staline ici, avec son monument couronné par la célèbre couple de l'ouvrier et de la kolkhosienne, et en face, exactement en face, le pavillon du Troisième Reich, de l'Allemagne nazie, surmonté par l'aigle, par un aigle, la statue de l'aigle ici. Donc, vous voyez d'ailleurs au passage que ces deux pavillons, à caractère vraiment monumental, qui s'imposent dans le paysage, vous voyez qu'en contrebas, on a par contre des pavillons tout à fait dans l'esprit moderniste, et je crois que celui-ci était celui de la Belgique, si je me souviens bien. Et donc, il y avait, eux, tout un tas de pavillons avaient un parti pris tout à fait moderniste qui correspondait à l'esprit de l'exposition de 1937 et à l'esprit, disons, moderniste de la période. Donc, il n'était pas obligatoire que ce soit des monuments à caractère néoclassique qui s'imposent dans ces pavillons. C'était bien un choix délibéré à caractère dire, politique ou idéologique qui a présidé à ces choix. Voilà ces deux pavillons face à face, prémonition, nous sommes en 1937, prémonition de l'affrontement guerrier qui aura lieu, militaire, qui aura lieu 4 ans plus tard, à partir de juin 1941. Et donc, nous allons commencer par parler de l'Allemagne, qui donc s'impose comme l'État totalitaire par excellence dans cette Europe des années 30, et qui va faire de Nuremberg un petit peu sa capitale idéologique. Vous avez tous vu des images, bien entendu, des défilés militaires ou paramilitaires à Nuremberg devant les yeux de l'état-major du parti nazi, avec Hitler ici juché sur sa tribune, vociférant et s'adressant à des dizaines de milliers de partisans massés, soit ici sur cet immense champ, soit dans les tribunes qui entourent ce Zeppelinfeld, qui donc est le lieu par excellence où se déroulent les cérémonies nazies. Alors pourquoi Nuremberg est devenu ainsi la capitale idéologique en quelque sorte du Troisième Reich? Parce que Hitler a jugé que Nuremberg était la ville la plus allemande de l'Allemagne, en quelque sorte. C'était vraiment la quintessence, la ville de Nuremberg, avec sa vieille ville, son bourg qui surmontait la ville, avec toute cette architecture héritée d'une histoire multiséculaire, représentait donc, était la quintessence de l'esprit allemand. Et par conséquent, il a décidé d'en faire cette capitale où se réunirait chaque année, au mois de septembre, le congrès du parti notamment, mais à d'autres moments de l'année, d'autres cérémonies, d'autres rassemblements, mais les plus connus sont les rassemblements à propos du congrès annuel du parti, qui, donc régulièrement, donnaient lieu à des rassemblements gigantesques dans ce Zeppelinfeld, qui était donc le haut lieu des cérémonies à Nuremberg. Pourquoi le Zeppelinfeld? Parce que c'est là que, avant la guerre de 14, au début du XXe siècle, le baron Zeppelin fit s'élever les premiers ballons, les aérostats qui ont donné, à qui il a donné leur nom, les Zeppelin. Les Zeppelin viennent du nom de leur inventeur. Et donc, c'est ici, sur cette
cet espace en périphérie de Nuremberg de l'époque que ont lieu les premiers vols de Zeppelin. Voilà pourquoi le nom est resté, mais est devenu synonyme évidemment de nazisme à ce moment-là. Mais Zeppelin n'a rien à y voir, a priori. Alors, voici quelques vues. Alors d'abord, il faut savoir, voilà, justement, pour vous montrer qu'il s'agissait de faire de Nuremberg vraiment une capitale, au sens vrai du terme, et que donc, c'était tout un complexe qui a été édifié. Voici le Zeppelinfeld, là, va se dérouler, donc, où se dérouleront les cérémonies dont je vous parle, les défilés, les cérémonies, les rassemblements. Mais ici aussi, vous avez le hall des congrès que je vais vous montrer aussi, quelques photos, puis tout un tas d'installations destinées à tout un tas de manifestations gigantesques, avec notamment une gigantesque allée ici, hein, qui était donc la grande, grosse Strasse, hein, la grande rue ou la grande route ici, hein, qui faisait plusieurs kilomètres de long, je crois, 3 kilomètres me semble-t-il, et qui donc était la grande voie où pouvaient se faire des défilés triomphaux également, et qui réunissait donc ensemble les différentes installations qui s'étalaient sur donc, plusieurs kilomètres carrés. Donc une ville dans la ville, en quelque sorte, destinée exclusivement aux cérémonies autour du parti nazi et des diverses organisations, SA, SS, jeunesse hitlérienne, etc., qui gravitaient autour du parti nazi. Et voici quelques vues de ce Zeppelinfeld, avec en particulier, vous voyez ici la tribune avec les officiels, hein, du parti et de l'armée. Et puis, on voit ici un rassemblement militaire, visiblement, ce sont des soldats de l'armée allemande. Et vous voyez autour, donc, massée la foule admise à assister au spectacle. Alors, pourquoi tout ceci? On parle d'architecture et non pas de géopolitique, mais vous voyez le lien entre l'esprit du régime et les choix architecturaux qui sont faits. Alors, ces choix architecturaux, ils sont confiés à l'architecte fétiche d'Hitler, vous le connaissez sans doute, Albert Speer, à qui vont être confiés dès 1934 les grands travaux d'aménagement et le plan général d'urbanisme de la ville, de cette cité aux portes de Nuremberg. C'est lui-même qui a imaginé aussi, pour parfaire ces spectacles de foule, ce qu'il a appelé les cathédrales de lumière, avec ces spectacles nocturnes. Vous voyez la tribune que je vous ai montré, que vous avez eu 2 jours ici, de nuit, avec en particulier autour de la tribune et du Zeppelinfeld, toute une batterie de projecteurs. Il utilise ces projecteurs qu'on utilise pour la défense aérienne, hein, que vous voyez dans les images, lorsqu'on voit des bombardements, on voit souvent la projection de ces projecteurs qui tentent d'intercepter les avions bombardiers. Bon, il utilise donc ces projecteurs pour construire littéralement une cathédrale de lumière, impalpable mais très visible, et qui contribuera beaucoup au succès de ces rassemblements spectaculaires à Nuremberg. Mais cette architecture qu'il a choisie pour le Zeppelinfeld, d'où sort-elle? Elle sort de ce modèle-là. Le modèle qui est vraiment explicite, hein, qui sert de référence à Albert Speer, c'est le fameux Grand Hôtel de Pergame, qui se trouve aujourd'hui à Berlin, dans le Pergamon Museum, justement, qui porte son nom, car cet hôtel, donc, qui vient de la ville, aujourd'hui en Turquie, de Pergame, a été découvert et démonté par des archéologues allemands qui, vous le savez, avaient beaucoup d'entrées dans l'Empire ottoman, hein, avant la guerre de 14, et qui donc ont ramené de ce qui était l'Empire ottoman de l'époque, la Turquie de l'époque, cet hôtel. Ils ont été autorisés, en quelque sorte, par les sultans d'Istanbul à transporter jusqu'à Berlin. Donc, c'est là qu'on peut l'admirer aujourd'hui, et vous voyez très bien la parenté, hein, entre la tribune, je reviens en arrière, hein, la tribune de Nuremberg, du Zeppelinfeld, et donc cet hôtel qui était donc sur l'acropole de Pergame. Alors Pergame, si vous voulez situer, si vous voulez aller le visiter un jour, c'est en Turquie, la Turquie actuelle, dans l'ouest de la Turquie, de ce qui s'appelait du temps des Grecs anciens, la Ionie, hein, la partie asiatique en quelque sorte
de la Grèce, et qui, à l'époque dont nous parlons, le grand hôtel de Pergame, c'est l'époque des royaumes hellénistiques, ces royaumes qui sont nés après les conquêtes d'Alexandre, sur les ruines, en quelque sorte, de l'empire d'Alexandre, qui s'est fractionné en différents royaumes confiés à ses principaux lieutenants, dont un des plus connus s'est installé en Égypte, là où Alexandre avait fondé Alexandrie, et où s'installera la dynastie des Lagides, c'est-à-dire les Ptolémées, dont le dernier rejeton sera la célèbre Cléopâtre, qui sera soumise par les Romains. Donc, pendant plusieurs siècles ont existé en Orient un certain nombre de royaumes qui ont eu une vie plus ou moins brève ou longue et qui se sont perpétués jusqu'à leur conquête ou leur soumission progressive par l'Empire romain et leur intégration à l'Empire romain. C'est le cas de Pergame. Donc, Pergame, j'oublie aussi, pour vous montrer que c'était une ville célèbre, le mot de parchemin vient de Pergame. Pergame, pergamino, en italien, par exemple. Hein. Vous voyez la racine du mot. Hein. C'est ce qui a fait une de ces célébrités. Mais au-delà du parchemin, Pergame est un site absolument superbe. Si vous allez en Turquie, je vous encourage à aller visiter. Il y a une acropole absolument magnifique qui surplombe la plaine où se trouve aujourd'hui la ville turque actuelle de Pergame et qui est donc c'était ici exactement, là où se trouvent ces deux arbres-là, que se trouvait l'hôtel qui se trouve aujourd'hui à Berlin, qui a été démonté et transporté à Berlin. Au passage, vous remarquez le spectaculaire théâtre qui est absolument extraordinaire, qui est assez prodigieux, il faut dire, hein, qui a une pente absolument spectaculaire. Et donc, c'est vraiment vertigineux quand on est en haut de ce théâtre de regarder d'abord les gradins eux-mêmes devant soi, et puis tout le spectacle de la plaine qui se déroule sous vos yeux. Voici sur un plan, voici ici, à droite, où se trouvait donc le fameux hôtel de Pergame, aujourd'hui à Berlin. Voilà, et puis nous continuons notre parcours à Nuremberg, et vous voyez que ici, c'est le hall des congrès qui donc a été construit au bord d'un lac et qui était destiné, comme son nom l'indique, à recueillir les réunions du congrès du parti. Donc il fallait vraiment un bâtiment assez colossal. Et vous savez que les Allemands et le Troisième Reich étaient quand même des spécialistes du colossal, c'est le même qu'on puisse dire. Et donc ce bâtiment du congrès, ce hall des congrès, était vraiment un énorme bâtiment qui s'inspirait, vous le voyez, très visiblement de l'architecture des amphithéâtres romains, type le Colisée ou autre. Là encore, vous voyez, une référence antique explicite, directe, avec une légère interprétation, mais on est quand même très proche du modèle primitif. Et vous voyez que donc, si je ne vous disais pas que c'était le congrès du parti nazi à Nuremberg, vous pourriez penser que c'est un amphithéâtre, la photographie d'un amphithéâtre romain, quelque part dans le monde romain. Voilà, donc pour vous montrer qu'il y a vraiment là des références très appuyées à l'architecture antique, soit grecque, soit hellénistique, soit romaine, et qui montrent donc la volonté de ce régime de se créer des racines aussi, en quelque sorte, esthétiques et idéologiques vers l'Antiquité. Vous savez que les Romains, les nazis, étaient particulièrement attentifs aux liens qu'ils pouvaient établir avec le monde grec, car à leurs yeux, les Grecs avaient été les premiers Ariens. Et donc, eux, qui se considéraient comme les Ariens des temps modernes, avaient besoin de ces références antiques, et non seulement littéraires et philosophiques, mais aussi esthétiques. D'où ces choix de références puisées dans la tradition grecque en particulier ou gréco-romaine. Au même moment, le même Hitler rêve d'une nouvelle capitale, rêve de remodeler Berlin, qui à ses yeux est trop petit par rapport à ses ambitions, on pourrait dire, universalistes. Hein. Hitler se rêve en maître du monde. Pensez à la célèbre séquence de Chaplin dans Le Dictateur, hein, où il joue avec le globe terrestre. Donc, dans ce cadre-là, le Berlin hérité de l'histoire récente de l'Allemagne
était à ses yeux insuffisant et il fallait envisager une capitale de plus grande envergure, projet auquel il pense et il rêve depuis déjà les années 20. Il a mis à profit son séjour, entre guillemets, son emprisonnement de 1900, après son coup d'État raté de 1923 en Bavière, pour, là où, au moment où il écrit Mein Kampf, justement, pour également commencer à rêver à ce que pourrait être un nouveau Berlin, dans un Berlin qu'il aurait conquis, évidemment, et qui serait désormais la capitale du Troisième Reich, appelé à vivre 1000 ans, comme vous le savez, c'est la formule du régime. Donc, à une capitale qui se voulait donc à la tête d'un empire colossal tel que l'envisageait Hitler, il fallait donc également des dimensions colossales. Et donc, il fait faire par Albert Speer, à partir de 1938, les plans et les maquettes de la future capitale qui va être rebaptisée Germania à partir de 1940. Donc, vous avez là une photo à droite de cette maquette et vous voyez ici le Führer très attentif à ces projets-là. Vous savez qu'il se piquait d'être lui-même apprenti architecte, en quelque sorte, et qu'il avait raté un peu sa vocation en échouant au concours d'entrée aux Beaux-Arts de Vienne, et que donc il se piquait d'avoir des connaissances architecturales et d'en savoir autant que la plupart des architectes. Donc, il était très attentif à ces projets urbains et architecturaux pour le Troisième Reich. Alors, voici cette maquette qui donc était censée s'articuler sur deux axes majeurs, un nord-sud et un autre est-ouest, de dimension gigantesque, puisque l'un devait faire 12 ou 13 kilomètres de long et l'autre environ 8, je crois. Et le principal devait se terminer, notamment le plus long, qui donc se déroulait sur au moins, disons, une dizaine de kilomètres, serait ponctué par des bâtiments absolument colossaux, comme cet arc de triomphe, qui devait mesurer au moins 2 ou 3 fois plus en hauteur que l'Arc de Triomphe de Paris. Dans l'esprit d'Hitler, il y a une capitale qu'il faut absolument surpasser, c'est Paris. Paris qui est considéré, à tort ou à raison, comme vraiment un modèle urbain absolument extraordinaire, et où les monuments parisiens sont connus du monde entier, l'Arc de Triomphe, etc., le Panthéon. Donc, dans l'esprit d'Hitler, il s'agit que les bâtiments de sa nouvelle capitale Germania soient bien plus grands que tout ce qui existe sur Terre à ce moment-là, et en particulier à Paris. Et donc, il conçoit donc un arc de triomphe colossal, de même que une hall, pardon, la Volkshalle, c'est-à-dire la halle du peuple, la Volkshalle, la halle du peuple que vous voyez ici en haut. Et donc, vous voyez ici, sur cette vue, donc une vue de cette halle du peuple qui se serait située dans les prémices, les fondations ont été posées à peine. Bon, ils n'ont pas eu le temps de vraiment y travailler. Si vous connaissez le Berlin actuel, à l'emplacement actuel précisément de la chancellerie, là où vit Madame Merkel précisément, ben, c'est là que aurait dû s'élever, si le projet avait été poursuivi, cette fameuse halle du peuple qui était censée contenir des dizaines et dizaines de milliers de personnes. C'est quelque chose d'absolument hallucinant qui devait avoir des dimensions absolument époustouflantes, puisque vous voyez ici sur cette maquette, à la même échelle, ce que ça aurait donné. Voici ici le Reichstag, la porte de Brandebourg, qui sont l'un à côté de l'autre. Si vous connaissez Berlin, vous savez que les deux bâtiments sont très proches. Donc, ça vous donne une idée des dimensions prévues de cette halle du peuple voulue par Hitler et qui aurait été dessinée donc par Albert Speer. Tout ceci ne s'est pas réalisé, je dirais heureusement, et donc c'est resté à l'état de projet pour la plupart des bâtiments qui étaient envisagés. Voilà. Donc, pour vous montrer que l'Allemagne du Troisième Reich est vraiment tout à fait dans cette
cette idéologie du néoclassicisme au service d'un régime qui va faire de cette architecture un instrument de pouvoir. Mais de la même manière, et au même moment, on a un phénomène à peu près identique avec l'URSS, qui est désormais aux mains de Staline, qui a définitivement installé son pouvoir dictatorial, même totalitaire, dès la fin des années 20, et qui le renforce au cours des années 30 pour basculer progressivement vers un État de plus en plus autoritaire, voire totalitaire, comme on commence à l'appeler à l'époque. Donc, il y a de multiples exemples, évidemment, en URSS, mais j'ai choisi comme particulièrement représentatif de cet esprit le projet de palais des Soviets qui était envisagé au cœur de Moscou dans ce début des années 30. Un concours, vous voyez, qui s'est déroulé en 1931. Et voici le vainqueur. Voici le vainqueur. C'est le lauréat choisi finalement par Staline. Après, il y a eu une consultation, certes, mais on savait que, in fine, celui qui choisirait le lauréat, ça serait le camarade Staline, le petit père des peuples. Et donc, il a choisi le projet de Boris Yufan. Je vous rappelle, je vous indique, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, que c'est le même architecte qui va concevoir, quelques années après, le fameux pavillon de Paris de 1937 que je vous ai montré précédemment. Donc, c'est le même architecte. Alors, vous voyez, son projet, ça n'a rien de moderniste, pour le coup. Sur le plan esthétique, vous voyez que c'est un empilement de péristyles absolument colossaux, avec une forêt de colonnes qui s'élèvent progressivement jusqu'à une altitude, on pourrait dire, qui mènerait au-delà de 300 mètres, 300 ou 400 mètres de hauteur, donc quelque chose d'absolument vertigineux, qui était envisagé donc pour accueillir notamment les grands congrès du parti et les réunions, les assemblées des soviets, puisque officiellement, il y a toujours des soviets, toujours des assemblées du peuple à l'URSS. Il n'y a pas que le parti, il y a le peuple aussi, bien sûr, officiellement, et qui est représenté par des soviets. Donc, l'Union soviétique, comme son nom l'indique, c'est une union de soviets, comme en octobre 1917. Alors voilà, c'était le bâtiment qui était destiné à accueillir les congrès, les grandes réunions, les grands raouts des soviets officiels. Alors voilà, ça se passe de commentaires, à la fois dans le colossal et dans, comment dire, le côté vraiment, je cherche mes mots, excusez-moi, je vais vous dire, emphatique, voilà, j'ai cherché un mot, l'emphase de ces bâtiments absolument prodigieux, qui lui a commencé à être bâti. Donc voilà à quoi ça aurait pu ressembler dans le paysage moscovite tel qu'on se le représente à l'époque, vous voyez, en bordure de la Moskova, non loin du Kremlin, qui se situe, vous voyez ici, on voit les premiers retours, ici, du Kremlin, les murailles du Kremlin, et ici s'ouvre la place rouge. Donc, vous voyez, on aurait été vraiment au cœur politique, au cœur du système politique soviétique à Moscou. Voilà, d'autres vues de l'époque qui montraient les différents aspects qu'aurait revêtu ce bâtiment et couronné par une statue colossale de Lénine, le père fondateur, ou de Staline. C'est plutôt une statue qui ressemblerait à Staline, qui est considéré comme le continuateur génial de Lénine, et son égal, à tous égards. Voilà une vue qui permet de percevoir où aurait été la grande salle de réunion, vous voyez, là, sous une immense coupole qui l'aurait couronné. Alors, ce bâtiment, il fallait trouver un emplacement précis en mode de la Moscova. Et oui, ceci au passage, je vous ai aussi sélectionné cette image pour montrer que parmi les différents architectes qui ont concouru, il y avait des projets qui étaient tout à fait proches d'autres modèles, d'autres références classiques. En particulier ici, vous voyez une référence, je dirais, vénitienne. On a une architecture néo-vénitienne dans laquelle le palais des Soviets doit ressembler à un super palais des Doges, en quelque sorte, avec tout à fait les références explicites
à l'architecture vénitienne. Mais rappelez-vous, j'en avais parlé avec Le Corbusier, que Le Corbusier, justement, a concouru à ce fameux concours de 1931-32 et que son projet a été évidemment, in fine, écarté, car trop moderniste, précisément. Alors, justement, je vous avais déjà montré cette image, je crois, j'ai juxtaposé ici, vous voyez, les deux modèles, en quelque sorte, qui s'opposent, qui sont tout à fait symptomatiques de cette confrontation esthétique et, avec de ces années 30, avec d'un côté donc l'architecture la plus moderne de l'époque, celle de Le Corbusier, qui, après le concours perdu de la SDN dont je vous ai parlé aussi, perd ce nouveau concours à Moscou tout en proposant donc un parti tout à fait moderne d'esprit, à la fois dans la conception générale du bâtiment, comment dire, son fonctionnement intérieur, et en même temps ses choix esthétiques et architecturaux absolument assez audacieux pour le coup. Et à quoi ça s'oppose évidemment, il n'y a pas photo avec le choix esthétique de Staline. Voici des photos de la maquette qui montrent à quoi aurait pu ressembler cette réalisation si Le Corbusier avait été choisi à ce moment-là, avec en particulier, vous voyez, ce magnifique arc qui permettait de concevoir une immense salle dont le plafond aurait été en partie suspendu, en quelque sorte. C'est un peu le principe des ponts suspendus appliqués à un bâtiment. Vous voyez des câbles ici qui auraient permis de soutenir la toiture générale de l'édifice, un peu comme les arcs peuvent permettre de suspendre le tablier d'un pont. Donc, à l'emplacement prévu pour édifier ce colossal édifice, malheureusement, il y avait une église qui était particulièrement importante, c'était l'église du Saint-Sauveur, qui est un peu le siège, l'église la plus importante de l'église orthodoxe russe. L'église du Saint-Sauveur, donc au bord de la Moscova, qui avait été bâtie au XIXe siècle et qui donc gênait. Il fallait donc la démolir. Et nous sommes en 1932, 33, 34, évidemment. Le régime stalinien ne veut pas prendre des gants pour démolir cette église, puisqu'on est souvent aussi dans des campagnes anti-religieuses. Hein. Il y a eu pendant l'époque, dans les années 20, des grandes campagnes, de la révolution d'octobre, dans les années qui ont suivi, de grandes campagnes anti-religieuses, notamment tournées vers l'Église orthodoxe, qui avait été un des piliers du régime tsariste ancien, bien entendu. Et donc, on ne faisait pas beaucoup de sentiments pour démolir une église s'il fallait la démolir. On avait démoli probablement des centaines ou des milliers dans les décennies précédentes. Alors, un bon matin de décembre 1931, on a procédé à la destruction de l'église par explosif. Et à partir de cet emplacement, on a commencé à construire les fondations de ce formidable bâtiment qui devait s'élever jusqu'aux ossues, on pourrait dire, et qui a commencé à être bâti. Il y avait plusieurs dizaines de mètres d'ossature métallique en particulier qui avait été construite lorsque la guerre éclate en 1941. Et ça a stoppé évidemment le chantier. Et d'autant plus que le régime a voulu donc récupérer le métal déjà utilisé dans les fondations et la première partie du bâtiment pour alimenter l'industrie de guerre, hein, construire des tanks, des canons, des camions, etc. Et donc, on a arrêté, non seulement on a arrêté le chantier, mais en même temps, on a récupéré les matériaux qui avaient été utilisés. Et voilà, donc, à cet emplacement, c'est resté vide pendant des décennies. Sachez donc que une des premières choses que fera Boris Yeltsin, devenu président de la Russie nouvelle après 1991, c'est d'ordonner la reconstruction de cette église du Saint-Sauveur à ce même endroit. Et sachez pour la petite histoire que excusez-moi, sachez pour la petite histoire que c'est Boris Yeltsin qui ordonne la reconstruction
de cette église, cette cathédrale, on pourrait dire, moscovite, et que c'est son successeur, Vladimir Poutine, qui l'inaugurera. Alors, vous voyez comment l'histoire a des retours tout à fait intéressants et qui conviennent d'observer avec attention. Parfois, sur le plan symbolique, ce n'est pas n'importe quoi. Hein, que la reconstruction facsimilée, on pourrait dire, de la cathédrale du Saint-Sauveur en plein cœur de Moscou d'aujourd'hui. J'en profite pour glisser, pour vous rappeler que c'est à ce propos que, dans ces années-là, que, comme une sorte de lot de consolation, on confiera finalement à Corbu, à Le Corbusier, le chantier du Centro Soyouz, le siège central des coopératives du pays, qui sera donc édifié à partir de 1932-33. Et donc voici la maquette qui garde un esprit très moderniste. Je vous avais montré des photos de ce bâtiment dans mon dernier cours, ou je crois, mon dernier cours sur Le Corbusier, l'avant-dernier cours. Voici des photos prises du chantier en cours. Vous voyez à quel point ce bâtiment de Le Corbusier tranche avec, vous voyez, la tradition justement néoclassique. Hein. Rappelons-nous aussi que l'ancienne capitale de l'Empire tsariste, Saint-Pétersbourg, est une ville construite au XVIIIe siècle au fond du golfe de Finlande sur un modèle italien, et que donc on a importé en Russie la tradition de l'architecture néoclassique, baroque ou néoclassique italienne dans la nouvelle capitale voulue par le tsar Pierre le Grand, et qu'on en trouve la trace dans toute la Russie. Beaucoup de bâtiments officiels ou semi-officiels de la Russie d'avant la révolution de 1917 étaient des bâtiments néoclassiques. Et vous savez bien, si vous avez visité Saint-Pétersbourg, à quel point cette ville renferme des bâtiments d'inspiration directement néoclassique du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle. Donc, on en voit un ici parfaitement donc, représentatif tout à fait de cette tradition architecturale russe qui donc se transforme en nouvelle tradition du régime soviétique qui adopte souvent des dimensions encore plus colossales que le modèle précédent. Voilà une photo du bâtiment actuel. Et puis voilà, dans une rue de Moscou, justement, un bâtiment, cette fois un bâtiment administratif, on peut dire, simple, mais qui reflète bien l'esprit du temps et à quel point l'architecture néoclassique sert de support à ce régime à ce moment-là. Donc, fini en grande partie tout le courant qu'on pourrait appeler constructiviste et d'esprit moderniste qui avait caractérisé la jeune Russie soviétique des années 20, le terrain d'expérimentation d'un monde nouveau à construire, tout ceci est bel et bien laissé en arrière, et donc le style officiel qui s'impose dans ce style colossal, c'est bien le style d'inspiration directement néoclassique. Et voilà, pour terminer avec l'URSS, le réalisme soviétique socialiste, puisque c'est à cette époque-là aussi que la nouvelle esthétique tourne le dos, donc, disait, au modernisme affiché dans les pays occidentaux, considère que l'art moderne est un art cosmopolite sans tradition nationale, et surtout qui n'est pas compris par le peuple, car le peuple, bien entendu, est le juge de toute cette esthétique. Et donc, le peuple ne comprenant pas ces élucubrations d'intellectuels occidentalisés, tournons-nous vers le bon sens populaire et faisons la promotion d'un art qui veut représenter la vie telle qu'elle est. C'est le réalisme. Et le réalisme, comme nous sommes en URSS, c'est un réalisme qui est forcément socialiste. Alors, un bel exemple du réalisme socialiste, c'est la représentation, vous voyez, de l'ouvrier et de la kolkhosienne dans cette œuvre sculpturale, dans cette sculpture, on a vraiment, s'exprime tout à fait ce qu'on va appeler de manière officielle, à partir de 1934-35, le réalisme socialiste qui s'impose à tous les créateurs
depuis le théâtre et la littérature jusqu'à l'architecture, la peinture. Tous les arts sont soumis au même dogme du réalisme socialiste. Et je crois que ce pavillon de 1937 à Paris exprime bien, de ce point de vue, cet esprit du réalisme socialiste. Voilà sous un autre angle. Et puis nous voilà, pour terminer ce tour des régimes à caractère totalitaire, dans l'Italie fasciste de Mussolini, où s'édifient également des réalisations que l'on peut ramener aussi à l'esprit néoclassique. Nous sommes évidemment en Italie, qui par excellence est au cœur de l'héritage gréco-romain, et romain en particulier, romain notamment. Donc, il n'est pas étonnant que Mussolini ait voulu couvrir le pays, et Rome, sa capitale, d'un ensemble d'édifices inspirés de la grandeur romaine, rappelant la grandeur romaine, puisque son rêve, c'est de reconstruire un empire romain, un empire de type empire romain autour de la Méditerranée. Et donc, il paraît tout à fait évident et naturel il demande aux architectes de tirer leur inspiration de la grande tradition romaine. Et un des meilleurs exemples de ce type d'édifice, c'est le fameux Forum Italique, hein, le Foro Italico, qu'il fait édifier à Rome au début des années 30 et qui va comme le Zeppelinfeld, qui n'existe pas encore. Hein. Le Zeppelinfeld, c'est à partir de 1934, 35, 34. Voilà. Donc, au début, le Forum Italico, qui paraît petit dans ses dimensions, hein, n'a pas d'équivalent allemand encore. Ce n'est que quelques années après. Donc ici, le Forum Italico est donc destiné, lui aussi, sous la forme de sorte de grand stade, à recevoir des grandes cérémonies. Il est constitué, vous voyez, de gradins qui entourent une sorte de grand cirque, au sein de cirque romain, et entouré d'une soixantaine de statues qui représentent des athlètes. Et voilà deux photos qui vous montrent justement des cérémonies, des rassemblements organisés par le Duce, que vous voyez ici, le dos, ici, qui assiste donc à des parades militaires qu'il affectionnait particulièrement. Voici de plus près ces statues, il y en a donc 60 au total. J'espère que tout marche bien maintenant et que vous m'entendez et que vous me voyez correctement, de même que vous voyez surtout les images que j'ai choisi de vous montrer. Donc, Forum Italique. Et voici aussi une photo prise dans la piscine qui se trouve à côté du Forum Italique. Vous voyez également des représentations du corps telles que le régime fasciste les exalte, hein, le sport au service du régime. Donc, ce que je veux dire par là, en vous présentant le Forum Italico, c'est que là, on a un modèle voulu par Mussolini d'une architecture qui se veut pensée en référence avec l'architecture antique, la tradition antique romaine transposée au XXe siècle. Mais, et c'est peut-être l'image que vous avez vous-même du régime fasciste, que cette nostalgie de la grandeur antique. Mais il y a un autre aspect du fascisme. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit à propos du fascisme et de Le Corbusier. Le fascisme a été souvent associé aussi à la modernité, car dans l'esprit de certains fascistes, idéologues ou créateurs, le fascisme était porteur d'une révolution esthétique. Et il ne tourne pas le dos à la modernité. Au contraire, en Italie, il va y avoir tout un courant d'architectes qui vont proposer au régime une architecture qu'on pourrait dire résolument d'esprit moderniste et que le fascisme, le régime fasciste va accepter de construire. Et donc, c'est ce qui montre un peu la double nature du fascisme. À la fois un régime qui peut être tourné vers le passé pour la gloire du régime actuel, en référence à la gloire passée de l'Empire romain, mais en même temps, un souci de moderniser le pays
et de l'inscrire dans le grand courant modernisateur de l'Europe à ce moment-là. Et ce qui va donner sur le plan architectural des révélations tout à fait intéressantes. En particulier, voici un bâtiment maintes fois cité dans les histoires de l'architecture du XXe siècle, c'est la Casa del Fascio, la maison du fascio. Le fascio, c'est l'organisation de base du fascisme. Hein. Vous savez que fascisme vient de fascio, qui veut dire faisceau. Les faisceaux de combat, c'est le nom qu'avait donné Mussolini au premier groupement de combattants, les chemises noires, qui l'ont rejoint dès 1919-1920. Donc, dans chaque ville importante, il y avait, même dans chaque bourgade, on pourrait dire, il y avait une maison du fascio, du faisceau, qui était donc un peu le siège politique du régime dans chaque localité, à côté, évidemment, du bâtiment officiel, la mairie traditionnelle. Donc, la Casa del Fascio de Comme, qui est une ville qui se trouve au nord de Rome, hein, au nord de Milan, au pied le lac de Comme, hein, fait partie des grands lacs italo-suisses au nord de l'Italie. Donc voilà, ce bâtiment, donc la Casa del Fascio de Terragni, des années 30, vous voyez ici, et vous voyez que c'est vraiment un bâtiment d'esprit tout à fait moderniste que ne renierait pas ni Gropius, ni Le Corbusier, ni Mies van der Rohe, hein, pour citer quelques-uns des ténors du mouvement moderne de cette époque-là. Voici une photo prise récemment, et vous voyez quand même un beau travail, hein, il faut remarquer, le jeu entre les parties pleines et les parties vides, hein, le jeu plein-vide est tout à fait intéressant, la mise en évidence de la trame porteuse comme élément à la fois constructif et esthétique. Donc on est vraiment dans l'esprit de ce qu'on appellera en Italie le rationalisme. Justement. Le mouvement moderniste prendra ce nom de rationalisme pour désigner justement cette volonté de s'inscrire dans le grand courant moderniste de l'Europe de cette époque. Voilà une première réalisation. Voici aussi, alors ça c'est l'intérieur, on voit très bien hein, que ici on a vraiment un espace qui est créé par l'ossature, donc la mise en évidence de l'ossature, sans décor, sans fioriture, mais vraiment dans l'esprit moderniste par excellence. De même, le régime fasciste, le régime de Mussolini, va s'atteler à une tâche assez colossale pour le coup, c'est la modernisation du réseau ferroviaire italien et en particulier la construction de grandes gares tout à fait modernes, comme celle de Florence, qui s'appelle donc la gare de Santa Maria Novella, puisqu'elle a été construite tout près de l'église qui s'appelle Santa Maria Novella, là où se trouve, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la peinture, se trouvent les fameuses fresques de Masaccio, hein, un des grands peintres fresquistes de la première Renaissance, avec la fameuse fresque en particulier de Adam et Ève chassés du paradis que vous avez sans doute vu, même si vous ne connaissez pas le nom de l'auteur. Donc, c'est une anecdote, c'est même pour dire que cette gare est vraiment centrale, est au cœur, à la porte même du Florence historique. Elle est vraiment au cœur de la ville de Florence et non pas en périphérie comme on fait souvent pour les gares modernes. Donc, vous voyez, en 1934, on inaugure cette gare qui est vraiment, là aussi, un esprit tout à fait moderne, avec, vous voyez, ce jeu de plein de vide, ces grandes verrières. On a vraiment une gare d'esprit tout à fait moderne, comme le sont d'ailleurs la plupart des gares italiennes construites à ce moment-là, et que Mussolini a voulu exemplaire, car Mussolini se targuait de mettre sur pied enfin un réseau ferroviaire digne de ce temps. Et on dit d'ailleurs que c'est le seul moment de l'histoire du chemin de fer en Italie où les trains arrivaient à l'heure, avec vraiment des mesures de rétorsion lorsqu'il y avait des retards pour les trains. Donc voilà cette belle gare de Florence, avec sa salle des pas perdus, hein, son hall d'accès au quai, entre les guichets et les quais. Et vous voyez donc un éclairage, très bel éclairage réalisé par ces verrières qui donnent donc beaucoup d'allure et beaucoup d'espace, de profondeur à cette salle des pas perdus qui donne la salle d'accès au quai, ici, que vous devinez, ici sur la gauche. Donc c'est pour ça que on peut parler à propos
de beaucoup de réalisations du fascisme, donc d'un classicisme moderne, c'est-à-dire d'une synthèse entre une certaine tradition classique et donc l'affirmation maintenue d'une certaine modernité. N'oubliez pas quand même que un des courants les plus représentatifs de l'esprit contestataire moderne, le futurisme, a été fondé par des Italiens. Marinetti, c'était des gens qui étaient donc des millénaires particuliers, la ville la plus moderne d'Italie, ou des Turinois. Et donc, je veux dire, l'esprit moderne était présent en Italie dès avant la guerre de 14. Et d'ailleurs, un certain nombre des fondateurs du mouvement futuriste se rallieront au fascisme. Donc, ils ne voient pas dans le fascisme un régime rétrograde et tourné vers le passé, ce que pourrait laisser à penser des réalisations comme le Foro Italico. Mais j'essaie de vous montrer que donc, il y a une certaine forme de modernité qui est admise par le régime et qui contribue donc à faire de l'Italie finalement un foyer relativement intéressant de l'architecture de ces années 30. Et j'en veux pour preuve l'exemple bien connu maintenant du quartier, puisque c'est désormais un quartier à Rome, qui s'appelle l'EUR. Les EUR, c'est en abréviation pour le projet d'exposition universelle de Rome qui était prévu en 1942. Donc, en prévision de cette expo universelle de Rome, le régime avait commencé à édifier un quartier nouveau aux portes de Rome pour accueillir cette manifestation. Bon, vous voyez la date choisie, 1942, c'est mal tombé, puisque c'était vraiment le moment où l'Europe est en guerre totale, et où le régime italien est en guerre totale aussi, puisqu'en 1942, il est engagé en Afrique du Nord, en Libye, c'est le moment de la guerre de Libye, etc. Donc, le projet, évidemment, d'Expo universelle est abandonné, mais les bâtiments qui ont été construits à cette occasion sont restés en place et donc ils méritent notre attention. Le plan général, vous voyez, a été conçu par l'architecte urbaniste Marcello Piacentini. Vous voyez d'ailleurs, c'est cette image, la combinaison, la juxtaposition de différentes formes de référence à l'antique. Vous voyez ici un bâtiment où on voit qu'on a un portique à l'antique, par exemple ici. On voit ici également une sorte de place circulaire avec une colonnade qui l'entoure, qui fait penser à certaines réalisations de la Rome antique, par exemple. Et vous voyez ici une obélisque. L'obélisque, ça n'a rien de romain, c'est égyptien ou nilotique, de la région du Nil. Et effectivement, pensez que à l'époque où nous sommes, à la fin des années 30, lorsque on commence à construire ce quartier, c'est l'époque, je dirais, de l'apogée du régime fasciste, puisqu'ils viennent de conquérir l'Éthiopie, et que donc il connaît sa gloire militaire la plus absolue à ce moment-là. Et donc, on construit ici, dans ce nouveau quartier, on édifie une obélisque qui copie, qui est une référence aux fameux, pardon, je crois que c'est masculin, aux fameux obélisques de la cité d'Aksum en Éthiopie, cité qui est redécouverte à l'occasion de la conquête de l'Éthiopie par l'armée italienne. Donc on installe justement dans ce nouveau quartier un obélisque qui donc fait référence à la gloire militaire du régime. Et puis, bon, vous voyez à l'arrière des bâtiments qui sont, eux, avec ces vastes colonnades, vraiment des références directes à l'architecture, à la grande architecture romaine, celle des forts impériaux ou autres, mais ou d'autres bâtiments publics de la Rome ancienne. Donc là, on a des références précises à un modèle ancien qui est transposé au XXe siècle. Mais on a des bâtiments qui s'en éloignent davantage et qui sont vraiment d'esprit beaucoup plus moderniste, comme en particulier, c'est probablement le bâtiment le plus connu de ce quartier,
le palais de la civilisation italienne, Palazzo della Civiltà Italiana, dans le texte, qui est donc édifié, qui a pu être édifié avant que la guerre n'éclate, vous voyez, 1937-1940, puisque l'Italie entre en guerre avec la France en 1940, mais surtout après qu'elle entre dans la guerre européenne auprès du Troisième Reich. Donc, ce bâtiment donc, est destiné à être, comment dire, à accueillir des musées consacrés à la gloire de la civilisation italienne. Et voilà une vue de la façade principale, souvent reproduite. Je pense que vous connaissez sans doute tous cette image, mais vous remarquerez le très beau travail, là encore, sur ombre et lumière, qui est vraiment tout à fait remarquable, je trouve. Et donc, une synthèse d'une certaine tradition antique que l'on devine à travers ces arcatures ici, mais transposée dans une architecture tout à fait d'esprit moderne, avec ce grand cube blanc qui est censé accueillir donc ces musées consacrés à l'histoire du peuple italien, qui depuis les Romains, c'est tout, en passant par la Renaissance, et les grandes découvertes, Christophe Colomb, Amerigo Vespucci, etc., n'a cessé d'étonner le monde. Donc, en ce XXe siècle de Mussolini, l'Italie n'a pas fini de surprendre son monde. Donc, c'est un petit peu l'esprit du bâtiment. Non loin de là se dresse cette fois, on pourrait dire, d'esprit encore plus moderne, le palais des Congrès, donc qui a commencé à être construit avant le début de la guerre, mais qui n'a pu être achevé qu'après la guerre, comme vous voyez les dates indiquées ici. Donc son auteur est l'architecte Adalberto Libera. Au passage, avant que je aille plus loin, d'abord remarquer l'élégance de cette voûte surbaissée, tout à fait intéressante. Alors, Adalberto Libera, c'est aussi au même moment l'auteur de la fameuse villa qu'il construit pour l'écrivain Curcio Malaparte sur l'île de Capri, et donc qui est connu de tout le monde, j'imagine, avec cette spectaculaire implantation au-dessus des flots de la Grande Bleue, et ces murs rouges pompéiens, on pourrait dire, puisque Pompéi n'est pas loin de là, dans la baie de Naples, et puis qui a été également rendu célèbre par, évidemment, vous y pensez tous, au film de Godard, Le Mépris, qu'il a tourné là, avec Bardot et Piccoli, et voilà, donc ici, une image prise, vous voyez, depuis cet escalier-là, depuis ici, le plan a été pris là, on voit très bien les premières marches ici, vous voyez, la bordure de la terrasse ici, et au loin, les fameux îlots, qui sont une des gloires de Capri aussi, qui se trouvent donc ici sur l'image vers la droite, ici. Donc, voilà notre tour d'horizon européen. Et pour terminer aujourd'hui, on va parler un petit peu de la France, évidemment. Donc, la France, c'est l'époque où Auguste Perret règne un peu à maître. Le courant moderniste se bat, mais j'ai oublié de le dire, lors de mes cours sur Le Corbusier, je crois que je réalise aujourd'hui, que je ne vous ai pas dit qu'à ce moment-là, jusque-là, Le Corbusier, tête de file, chef de file du mouvement moderne en France et en Europe, n'a pas reçu une commande officielle. Ostensiblement, on lui tourne le dos. Il n'y a qu'Auguste Perret, qui lui est considéré comme beaucoup plus sage, bien qu'utilisant le matériau par excellence, le matériau moderne par excellence, qui est le béton armé, il s'en tient justement à une esthétique beaucoup plus inspirée par la tradition classique française. Et donc, lui reçoit des commandes officielles, tandis que Le Corbusier, qui est beaucoup plus radical, on pourrait dire, n'en reçoit aucune. Et ce n'est qu'après la guerre, en 1947, qu'il recevra sa première commande officielle avec donc la commande de l'unité d'habitation de Marseille. Donc, Auguste Perret, lui, est considéré comme le grand architecte français de l'époque. Et à ce titre, il reçoit donc
plusieurs commandes que je vous ai décrites dans mon premier cours de cette année. En janvier, mon premier cours, c'était Auguste Perret, et donc je vous ai décrit par le menu quelques-unes de ses grandes réalisations, et en particulier le mobilier national et le musée de la République qui sont construits à l'époque qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'intéresse aux années 30, à la veille de la guerre, si vous voulez, à ce fin d'entre-deux-guerres. Et donc, à cette époque-là, Auguste Perret a reçu deux grandes commandes officielles, le mobilier national et le musée des travaux publics, qui va devenir qui porte aujourd'hui le nom de Palais d'Iéna, qui est plus connu sous son nom. Alors, je vous ai montré déjà ces images, je les reprends pour vous rappeler donc que le mobilier national, qui est censé abriter le mobilier d'art, hein, des monuments nationaux, des préfectures, des ministères, etc. Endroit où on peut le stocker, on peut le réparer, on peut l'expédier vers différents bâtiments selon les commandes officielles. Donc, ce bâtiment qui s'appelle donc le Mobilier National est construit derrière la manufacture, l'ancienne manufacture des Gobelins. Donc, si vous voulez le voir, ce bâtiment, il faut vous rendre dans le 13e arrondissement, à proximité de l'avenue des Gobelins, et donc pas loin de la place d'Italie. Et là, vous pourrez voir ce bâtiment. Donc, vous voyez ce plan, je vous l'avais montré, cette vue cavalière du bâtiment. Vous remarquez que donc Perret a choisi le plan après diverses moutures, hein, notamment des bâtiments séparés. Il a choisi finalement, il a jeté son dévolu sur une tradition bien française qui est celui de l'hôtel, du grand hôtel 17e ou 18e, avec corps central, cour d'honneur, et elle sur le côté, elle latérale, en retour, précédée par un portail monumental. Donc on est dans la tradition des grands hôtels aristocratiques du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, comme l'hôtel Matignon, comme le palais de l'Élysée, qui sont par excellence le modèle français de l'hôtel aristocratique du XVIIIe siècle, et que Auguste Perret reprend pour sa part en l'adaptant à un bâtiment moderne avec des fonctions totalement différentes, mais qui garde la mémoire de la grande architecture française du XVIIe et XVIIIe siècle. Voici une photo pour concrétiser, vous voyez, donc ce parti architectural qui est celui de Le Corbusier, avec notamment dans l'élévation, vous voyez, le rythme créé par la succession des pleins et des vides qui se veut totalement mesurée, harmonieuse, dans la grande tradition de la mesure française, puisque une des caractéristiques de l'art français de bâtir du XVIIIe ou du XVIIe, c'est précisément cette idée de la mesure, hein, contrairement à l'esprit baroque qui se veut beaucoup plus libre et beaucoup plus échevelé, avec des plans parfois biscornus, alors que la tradition française est celle de l'ordre, de la mesure, qui fait donc sa qualité première et qui se traduit ici à Paris. Deuxième exemple, c'est le fameux donc, musée des travaux publics, édifié en 1937, et qui est inauguré au moment de l'exposition universelle de 1937. Et donc, qui était donc censé accueillir des maquettes, des plans, des grandes réalisations françaises, des travaux publics modernes de l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus du tout ce musée qu'il a été simplement à l'origine, et donc il est devenu le siège du Conseil économique, social et environnemental, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, et donc plus communément connu sous le nom de Palais d'Iéna, puisque c'est la place d'Iéna qui ici s'ouvre au bord de cette parcelle triangulaire où il a été installé. Voici une vue donc actuelle, récente, de ce palais d'Iéna, avec sa magnifique rotonde. Et vous voyez là aussi comment Auguste Perret, tout en concevant un bâtiment tout à fait moderne d'esprit, s'inscrit dans le long temps de l'architecture antique, et qu'on reprend à la fois les péristyles, les colonnades, les corniches, les architraves,
qui caractérise donc la tradition architecturale antique, héritée de l'Antiquité en tout cas. Voici en particulier l'aile, la seule aile qu'il a construite finalement, puisque je lui avais expliqué qu'il n'a construit qu'une partie de son projet initial. Et cette partie, c'est celle-ci, notamment avec ici cette fameuse colonnade qui montre la volonté d'Auguste Perret d'inventer un ordre moderne. C'est un peu son objectif explicite. Il y a eu le grand art antique, la grande architecture antique, avec les grands ordres que nous connaissons, l'ordre dorique, l'ordre corinthien, l'ordre ionique, l'ordre toscan. Il veut aussi apporter sa pierre à cette longue histoire de l'architecture et créer, promouvoir un ordre moderne qui, tout en utilisant des matériaux de la modernité, le béton armé, avec ses granulats et sa mise à nu du béton. Ici, pas de fioriture, pas d'enduit, pas de peinture. On est vraiment dans le béton brut, donc on utilise les qualités plastiques. Donc, tout en utilisant un matériau moderne du XXe siècle, il veut s'inscrire dans la longue histoire de l'architecture et contribuer à créer un ordre moderne, on pourrait dire, aussi beau que l'antique et aussi respectable que l'antique. Voici à l'intérieur de cette aile avec ce qu'on appelle la salle hypostyle, vous voyez, qui est magnifiquement bâtie sur cette forêt de colonnes légèrement évasées, qui lui donne toute son élégance et sa force, et donc qu'on peut considérer comme une contribution majeure d'Auguste Perret à cette recherche d'un ordre moderne à l'antique. Donc on voit vraiment que Auguste Perret essaie de réaliser une synthèse entre la modernité dont il est un des principaux promoteurs dans notre pays et la grande tradition de l'architecture, soit issue de l'Antiquité, soit des grands siècles de l'architecture française du XVIIe et du XVIIIe. Autre réalisation majeure qui a précédé de peu le palais d'Iéna, c'est le palais de la Porte Dorée qui a été construit à l'occasion de la fameuse exposition coloniale de 1931, à l'époque où la France se voulait encore une très grande puissance coloniale, dont les colonies étaient le fleuron, et qui donc a organisé dans 1931, dans le bois de Vincennes, une très grande exposition coloniale, très célèbre, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est à cette occasion, donc, à l'entrée de l'exposition, avenue Doménil, au bout de l'avenue Doménil, est construit ce bâtiment qui accueille notamment le bureau du commissaire de l'exposition, c'est-à-dire le maréchal Lyautey, et le bureau du ministre des colonies, qui à l'époque est Paul Reynaud. Je vais vous en montrer deux photos. Les auteurs de ce bâtiment sont, vous voyez écrit, Albert Laprade, et nous retrouvons Léon Jossuy, deuxième cours de cette année, en janvier. Je vais présenter l'architecte d'origine toulousaine, Léon Jossuy, qui a laissé dans notre région, je vous le rappelle, le musée Salis à Bagnères. Donc, nous sommes directement concernés par l'œuvre de Léon Jossuy. Léon Jossuy avait été sollicité pour imaginer ce palais de la Porte Dorée, mais finalement, un peu négligent, il s'est fait doubler par Albert Laprade, et effectivement, c'est à Albert Laprade qu'on attribue traditionnellement la signature de ce bâtiment. Ce qui n'est pas faux, c'est tout à fait justifié. Alors, vous voyez que là aussi, quand on regarde ce bâtiment de face, à partir de la rue, vous voyez qu'à quel point il s'inscrit lui aussi dans la tradition française des palais, comme le Louvre en particulier, avec cette grande façade offrant une colonnade. Voici une vue plus latérale, vous voyez, où on voit mieux peut-être la colonnade et les allusions à l'architecture antique, ou en tout cas néoclassique française du XVIIe et XVIIIe. Et voici, pour parfaire ma démonstration, le modèle auquel on peut penser immédiatement quand on voit
ce bâtiment de la Prade à la Porte Dorée, on ne peut pas ne pas penser que, évidemment, il avait en tête la fameuse colonnade du Louvre, hein, qui ferme, ou qui ouvre, comme on voudra, mais qui ferme en tout cas la cour carrée du Louvre, côté oriental, côté est, hein, qui s'ouvre vers l'est ou l'est-sud-est, et qui est donc l'œuvre de Claude Perrault, construit sous le règne de Louis XIV. Vous voyez, 167, 170. Donc on retrouve, comme dans la colonne du Louvre, ici, hein, cette colonnade qui ouvre sur une sorte de grande, d'immense loggia promenade ici, qui est à l'arrière, avec ces grands bas-reliefs sur les parois du bâtiment proprement dit. On retrouve le dispositif ici, vous voyez comment ici la colonnade abrite une immense loggia, promenade, qui donc s'étire ici tout le long de la façade. On la voit bien ici en particulier. Donc voilà, je crois, le modèle aussi explicite qui est dans la tête des architectes des années 30 lorsqu'ils construisent le palais de la Porte d'Or. Mais c'est aussi à l'époque l'apogée de l'art déco parisien, français. Et donc, ce bâtiment va refléter ces deux choses. À la fois cette inspiration dans la tradition française, en même temps que dans la modernité architecturale décorative qui est à la mode, en tout cas, à cette époque-là, même si nous considérons aujourd'hui que le mouvement art déco n'est pas proprement parlé le mouvement des modernes, hein, et que précisément les modernes n'aimaient pas beaucoup l'art déco, eux qui prônaient justement la suppression des artifices décoratifs au profit des formes pures de l'architecture. Voici un détail des bas-reliefs d'Alfred Janot, le même Alfred Janot, qui est celui qui a dirigé la décoration du paquebot Île-de-France, fleuron de la flotte française à cette époque-là, et qui donc synthétise à lui seul l'esprit, je veux dire le paquebot Île-de-France, l'esprit art déco, qui sera repris quelques années plus tard par le fameux Normandie, qui est lancé sur les flots dans les années 30 aussi, et qui sera considéré comme le chef-d'œuvre absolu de l'art déco à la française. Donc ici, les bas-reliefs d'Alfred Janot sont un ode à la puissance française dans ses colonies, et on voit ici donc, j'ai photographié en particulier ici, vous voyez, les bas-reliefs qui sont consacrés à l'évocation de l'Indochine, comme on l'appelle à l'époque, l'Indochine, avec le Vietnam, la Cochinchine, le Cambodge et le Laos, qui constituent l'Indochine française de cette époque-là. Donc, allusion aux richesses et à la prospérité qu'a apporté, bien entendu, la France à ces contrées lointaines. À l'intérieur se déroule tout un programme justement décoratif d'inspiration art déco. Et vous voyez ici, en particulier, le sol, les murs, les parois. Alors, les parois, c'est justement une série de peintures qui consacraient aux bienfaits de la France dans les différentes colonies. Et on est vraiment dans l'esprit colonial et colonialiste. À cette époque-là, on est bien loin de contester encore la présence française dans ces territoires. En tout cas, disons que c'est la position officielle de la France. Voici donc cette salle qui est inspirée, dit-on, des palais marocains, notamment avec leurs grandes cours intérieures, souvent bordées de galeries, comme on le voit ici, et éclairées à diurno, on pourrait dire, par un puits de lumière. Donc on reprend ce dispositif, mais on le couronne par une série de toitures en gradin, on pourrait dire, qui sont plutôt d'inspiration khmer, d'inspiration cambodgienne, paraît-il. Voilà, donc on a ici la combinaison, dans l'architecture même, de l'art déco à la française, de traditions venues du Maghreb, de traditions venues d'Extrême-Orient, comme on disait à l'époque, le tout pour fabriquer en quelque sorte un bâtiment à la fois composite, mais unifié, je crois, par la tradition française de l'art de bâtiment. Et voici justement, pour finir sur ce bâtiment, les deux bureaux, deux salons, le bureau c'est plutôt le meuble, le bureau, les salons
consacré d'une part à Lyautey, qui est le commissaire général de l'exposition, Lyautey qui s'est fait un nom au Maroc, hein, vous le savez, et qui donc a son salon ici, où il accueille les visiteurs de marque, évidemment. Vous remarquez d'ailleurs au mur des peintures qui sont tout à fait l'esprit, une espèce d'exotisme de pacotille, on va dire, hein, avec une représentation tout à fait idéalisée, folklorique, des populations colonisées. Et puis ici, vous avez le salon de Paul Reynaud, qui à l'époque est ministre des colonies, avec un bureau Ruhlmann ici. Ruhlmann, je pense que vous connaissez certainement ce nom, c'est l'ébéniste le plus connu du mouvement Art déco. Donc on est vraiment, ici, la France affiche vraiment ses choix esthétiques de l'art déco comme moyen de, comment dire, de soft power. L'art déco est utilisé par la France à l'export pour montrer son savoir-faire et ses qualités techniques. Paul Reynaud, donc vous savez qu'il sera le dernier chef du gouvernement en 1940, avant l'arrivée de Pétain. Enfin, Pétain était dans son cabinet et que Pétain sera donc finalement choisi pour diriger la France avec la défaite de juin 1940. Le palais de Tokyo, autre réalisation de l'époque, 1937, au bord de la Seine. Voilà pourquoi il s'appelle le palais de Tokyo, parce qu'en fait, ici, c'était le quai de Tokyo. Ça s'appelait le quai de Tokyo, donc on a appelé ce bâtiment palais de Tokyo en raison de cette localisation. Mais il n'y a pas de référence au Japon en tant que tel. Bâtiment également qui se veut tout à fait représentatif de la tradition française, avec un bâtiment, vous voyez, conçu avec deux grandes ailes, où seront installés des musées, articulés autour d'une sorte de grand péristyle, on pourrait dire, monumental, qui donc unit les deux bâtiments. Ici, vous voyez, vu du sol, les deux ailes, à droite et à gauche, le portique, le péristyle, ici, et donc les bas-reliefs du même Giano que nous avons vu au palais de la Porte Dorée. C'est le même sculpteur qui œuvre ici au palais de Tokyo, qui est inauguré dans le cadre aussi de l'exposition de 1937, tout près du Trocadéro d'ailleurs. Voici de plus près les bas-reliefs de Giano, pardon. J'ai tendance à dire Giano pour Giano, allégorie des arts. Et puis les portes en bronze avec des œuvres de Sub et de René, qui sont des noms connus dans l'art déco de cette époque-là. Voilà. Pour situer, si vous voulez, un petit peu l'univers esthétique dans lequel on se trouve. Et puis pour terminer à Paris, le Palais de Chaillot, qui est donc construit comme le principal bâtiment de l'exposition de 1937 sur la colline de Chaillot, c'est la colline du Trocadéro, puisque jusque-là, il y avait trôné sur cette colline ici, à cet emplacement, un palais construit au XIXe siècle à l'occasion d'une autre exposition universelle en 1878. Puisque nous parlons d'Auguste Perret, et ceux qui se souviennent encore peut-être parmi vous du premier cours que je lui ai consacré en janvier, vous vous rappelez peut-être que j'ai longuement développé, décrit et expliqué le bâtiment qui s'appelle l'immeuble de la rue Franklin, en vous disant que c'était tout près du Trocadéro. Mais sur cette photo, on le voit. Voici la place du Trocadéro, ici. Le parvis des droits de l'homme s'appelle aujourd'hui, la place du Trocadéro. Ben vous marchez là, vous voyez, hop, derrière le Palais de Chaillot, et vous prenez cette rue. Et cette rue, c'est la rue Franklin. Donc vous voyez là, pardon, ici, la rue Franklin, voilà. Et cet immeuble-là, ben le voilà. C'est l'immeuble d'Auguste Perret, construit en 1903-1905. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mon cours, sachez que on considère que c'est le premier bâtiment, le premier immeuble d'habitation collective construit sur une ossature de béton armé, ce qui était assez hardi à l'époque, en ce début du XXe siècle, à Paris et en Europe. Donc c'est vraiment un bâtiment pionnier dans lequel a habité Auguste Perret et sa famille, ici en haut, alors qu'il avait son atelier
son, euh, son- ses bureaux d'accueil du public, des clients, ici en bas, au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, ça, c'est petit clin d'œil à Auguste Perret. Revenons au bâtiment qui est donc construit sur l'emplacement de l'ancien Trocadéro, voilà, qui était le bâtiment qui a été construit à l'époque oui, de 1878 pour l'Expo universelle de l'époque, et qui était vraiment l'exemple même de l'éclectisme de style beaux-arts en vogue à l'époque, style officiel justement français de l'époque, avec ses emprunts à différents styles historiques ou plus ou moins exotiques qu'on pourrait analyser en détail ici, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Hein. Simplement, je vous indique ici ce qu'il y avait avant, le Trocadéro. Et au départ, on avait pensé, voilà, l'ensemble du bâtiment, avec son pavillon central, qui abritait une très grande salle de spectacle, je crois de 10 000 places ou comme ça, ou 10 ou 15 000 personnes, donc qui était énorme pour des très grands spectacles. Et puis des ailes ici, courbes, vous voyez, qui s'étalaient de part et d'autre, dominant des jardins qui s'étalaient, qui descendaient jusque vers la Seine. Donc, dans un premier temps, on avait pensé conserver ce bâtiment et l'habiller en quelque sorte d'un habillage plus moderne pour faire des économies. Hein. Nous sommes en 1937, il y a le Front populaire. La France n'est pas en bonne situation économique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, toute économie est bonne à prendre. On avait d'abord envisagé ce schéma-là. Puis finalement, le parti adopté a été différent. Et donc, le trio d'architectes qui a été choisi, Carlu, Boileau, Azéma, a proposé un parti beaucoup plus radical, c'est de raser le bâtiment de Trocadéro et simplement de conserver une partie des ailes latérales en les habillant par effectivement un nouveau bâtiment qui les engloberait. Et aujourd'hui encore, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, que si vous visitez la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où se trouvent les moulages, les facsimilés, en grandeur nature, d'un certain nombre de réalisations, de chefs-d'œuvre de la sculpture et de l'architecture française du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, mettons, vous remarquerez ces ossatures métalliques qui ont été conservées et qui sont la trace, visible encore, de l'ancien Trocadéro de 1878, conservé au cœur des nouvelles ailes construites en 1936-37. Voilà à quoi nous avons échappé aussi, j'en profite pour le dire, la proposition que Auguste Perret et ses frères avaient fait d'une cité des musées qui aurait été construite à la place donc, de l'ancien Trocadéro sur la colline de Chaillot, avec donc plusieurs bâtiments qui auraient abrité, on pense, 4 musées. C'était donc une cité des musées qui aurait été réunis par cet immense portique qui aurait fait, je crois, dans les 150 mètres de long, plus ou moins, quelque chose d'assez colossal dans le paysage parisien, à l'échelle, vous voyez, des bâtiments à l'arrière, des bâtiments haussmanniens, enfin, en comparaison des bâtiments haussmanniens, je veux dire quelque chose de peu qui aurait marqué une certaine rupture, et qui, sur le plan esthétique, me paraît, à moi, assez banal. Hein. Je trouve la proposition assez banale, pour ne pas dire médiocre. Je veux dire que, heureusement, nous avons échappé à cette proposition de Perret qui en a été fort mari, paraît-il, qui comptait beaucoup dessus et qui a été très, très chagriné par le refus finalement du gouvernement français, qui a fait donc un autre choix. On dit que c'est à cause de ce refus que, notamment, on lui a confié la commande du mobilier national et du palais d'Iéna, qui est tout à côté, dans les années qui ont suivi, en compensation, d'une sorte morale, par rapport à l'échec, au refus initial du projet de cité des musées. Donc, c'est finalement le choix que vous connaissez tous qui a été fait, et comme le hasard a bien fait les choses, il se trouve que cette trouée, qui déjà en soi était
un fait architectural assez génial de créer cette trouée dans le paysage parisien qui donne beaucoup d'allure à ces deux ailes qui, sans ça, imaginez que ce soit un bâtiment continu ici, on aurait eu un bâtiment qui aurait été un peu répétitif, sans doute un peu lourd. Et le simple fait de créer cette trouée à la place de démolir l'ancien Trocadéro, de créer cette trouée et de l'encadrer de deux pavillons symétriques qui délimitent un espace, je dirais, dans le ciel et le paysage parisien, je crois que ce choix-là s'est avéré vraiment un choix gagnant et que donc les architectes qui ont conçu cet ensemble ont fait vraiment, je crois, un coup de maître en créant d'un seul coup un événement architectural vraiment remarquable dans le paysage urbain parisien. Et qui donc est devenu un des musts de Paris. Parmi les clichés de Paris, il y a évidemment ce palais du Chaillot, qui donc est resté vraiment dans le paysage parisien comme une réalisation majeure de ce premier XXe siècle. Il se trouve que par le hasard des choses, exactement dans l'axe Tour Eiffel-Trocadéro, aujourd'hui se dressent les tours du quartier de la Défense, ce qui fait qu'on a un alignement tout à fait singulier, tout à fait remarquable, qui fait que la trouée s'est remplie des tours de la Défense de manière spontanée, sans calcul urbain, je veux dire, ça n'a pas été planifié. C'est le hasard des constructions des années 50 et 60 qui a fait que la Défense s'est édifiée à cet endroit-là. Et donc, on a aujourd'hui un spectacle urbain tout à fait remarquable qui est offert aux yeux des touristes du monde entier en particulier. C'est ce même endroit, alors ça c'était, vous voyez, donc c'est aujourd'hui, mais là encore, retour de l'histoire, voilà une photo prise de la Tour Eiffel au moment de l'exposition. Vous reconnaissez donc le pavillon soviétique, le pavillon allemand de 1937. Et vous avez donc le nouveau palais de Chaillot, ici, avec sa nouvelle trouée. Bien, évidemment, vous le voyez, ici, il y a le bois de Boulogne, et là, il n'y a pas de tour de la Défense, évidemment. Hein. Nous sommes en 1937. Voilà. Ben, 1937, ben, 4 ans après, à ce même endroit, ici, sur l'esplanade qui est ici, viendra se pavaner le chancelier du Reich après son écrasante et fulgurante victoire par la guerre éclair de mai-juin 40. Donc, c'est la seule et unique fois où Hitler viendra visiter Paris et pourra mesurer justement les enjeux pour sa future capitale Germania. C'est en venant voir les monuments parisiens notamment qu'il pourra imaginer leur pendant berlinois en beaucoup plus colossal. Bon, voilà une photo pour me rappeler un des tristes moments de notre histoire nationale qui s'est déroulé dans ces lieux-là, qui était au paradoxe lorsque l'exposition s'ouvre. Vous voyez ici une sorte de colonne, d'obélisque. Ce monument était un monument à la paix. En 1937, le gouvernement de Front populaire qui prend en charge l'ouverture de l'expo, tout en préparant un peu la guerre, manifeste quand même son penchant pour la paix universelle sous l'égide de la Société des Nations. Donc on avait ici un monument qui était donc un monument à la paix où se dérouleront des manifestations pour promouvoir la paix en Europe. Bon, nous savons ce qu'il en a été, donc n'insistons pas davantage. Voici, sur le plan architectural, un des deux pavillons de cette place du Trocadéro ici, avec, vous voyez, là qu'on est aussi dans une grande tradition française, avec ce rythme qui est créé par cet alignement de grands pilastres, on pourrait dire, décorés ici de mascarons, plafond à caisson, corniche particulièrement soulignée, fortement marquée, autant d'éléments qui rattachent donc ce bâtiment de 1937, là encore, à la grande tradition du classicisme à la française. D'où le fait qu'on en emploie, à propos de ces bâtiments, l'expression de classicisme moderne, car certes, il y a du classique,
mais on est quand même dans la modernité du XXe siècle. Voilà les dernières photos où on voit que la statuaire elle-même n'est pas très avant-gardiste. Hein. On est vraiment plutôt proche des groupes sculptés qu'on trouve dans la Rome fasciste à la même époque, hein, dans les années 30, plutôt que dans l'avant-garde des sculpteurs vraiment modernes qui existent à Paris hein, à l'époque. Mais ce n'est pas cela qu'on choisit pour décorer, pour accompagner ce bâtiment, mais plutôt des sculpteurs, disons, qui s'inscrivent dans une grande tradition qui remonte à l'Antiquité gréco-romaine, ou au moins à la Renaissance. Et pour terminer notre tour d'horizon aujourd'hui, je vais donc indiquer deux bâtiments que vous pouvez voir localement et qui me paraissent correspondre à la fois à ce monumentalisme et à ce classicisme moderne, tel qu'on l'a appelé à l'époque. C'est Louis Hautecoeur qui a créé et popularisé l'expression du classicisme moderne. Donc, les archives départementales, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, dans la rue des Ursulines, derrière la préfecture, qui est donc une œuvre exactement contemporaine de ce que je vous expliquais. 1937, au moment même où s'ouvre l'Expo de Paris, Raoul Fourcault, architecte local de bonne qualité, de grande qualité, donc, a dessiné ce bâtiment pour les archives, pour accueillir les nouvelles archives départementales, qui, vous le voyez, marient tout à fait la tradition du bâti à la française, avec un pavillon central qui accueille notamment les circulations verticales et une partie des bureaux administratifs ou des bureaux, enfin des locaux utilisés par le personnel des archives, dans ce pavillon central qui s'élève au-dessus de deux ailes parfaitement symétriques, rythmées, vous voyez, par ces ouvertures verticales, à la manière de Perret. Hein, on est proche de l'esthétique de Perret, avec des pleins et des vides tout à fait identiques, vous voyez. Donc on a une inspiration tout à fait dans la tradition française renouvelée par Perret, si vous voulez. Le bâtiment est lui-même en béton armé, bien entendu. Hein. Et puis en même temps, vous voyez ces grandes verrières, qui sont, elles, issues, on pourrait dire, des grands ateliers industriels, et qui inscrivent ce bâtiment dans la modernité fonctionnelle du XXe siècle. Donc voilà un bel exemple. Et en passant, ici aussi, vous remarquerez, toujours en place ici, cette entrée qui n'est pas utilisée aujourd'hui en général, l'entrée du public se fait ici, mais ce petit porche qui donc vient ici encadrer la porte latérale, l'entrée latérale, est un magnifique exemple de ce décor art déco, précisément, de mosaïque tout à fait remarquable. C'est vraiment un petit bijou de l'art déco. Et puis, deuxième exemple, peut-être que vous connaissez mal ou peu, c'est le siège de l'entreprise Soulet, qui se trouve à Bagnères, et qui, donc, à l'époque où Soulet est une entreprise prospère, et qui donc fait bâtir un nouveau siège à l'entrée de Bagnères dans ces années-là. Hein. Je n'ai pas trouvé de documents qui me permettent de référencer avec précision ce bâtiment. Je n'ai pas trouvé d'archives à ce sujet, mais je sais que ça a été construit dans les années 30. D'ailleurs, l'esthétique le montre. Vous voyez qu'on a ici la reprise d'une sorte de petit château ou de petite ville ou de villa palladienne, on pourrait dire, avec là aussi un pavillon central, deux ailes latérales et puis deux petites ailes en retour qui s'avancent et qui forment une sorte d'avant-cour, on pourrait dire. Ici, bon, évidemment, le choix de ces crépis ou de ces enduits grisâtres n'est pas très heureux. Bon, l'état actuel du bâtiment bon, fait qu'il paraît un peu banal, mais en fait, il faut le regarder avec un peu d'attention et on voit que dans sa structure même, il est tout à fait intéressant. Donc, un bâtiment d'inspiration palladienne ou dans la tradition des châteaux du XVIIe siècle, par exemple, avec une forte corniche également, très marquée comme au palais de Chaillot. Et puis, par contre, gravissez ces quelques marches, pénétrez dans le hall d'accueil ici, et vous aurez ceci. Donc voilà
un petit chef-d'œuvre d'art déco, un petit bijou, là encore, art déco, des années 30, à l'entrée de l'usine Soulet de Manière de Bigorre. Voilà. Et donc, c'est cette image-là que je m'arrête aujourd'hui et que je vous dis donc à la semaine prochaine pour mon dernier cours sur, de cette série 2021. Au revoir donc et à mercredi prochain.